Je suis un homme pauvre, mais ma véritable pauvreté n'est pas dans ma poche. Elle réside dans ce sentiment permanent d'être de trop dans le monde. La ville était complète bien avant moi, puis j'y ai été jeté par erreur, dans un coin, dans une mansarde humide donnant sur une cour oubliée. Chaque matin, je me réveille au grincement du vent contre la fenêtre et au froid qui s'infiltre par les fissures du bois jusqu'à mes os. Alors je tends la main, non pas vers un poêle, car il n'y en a pas, mais vers le papier. C'est seulement sur ces feuilles que je peux me sentir autre chose qu'un numéro dans un registre de salaire, mais un être qui parle à une autre âme. Depuis que j'ai emménagé ici face à Varvara Alexeyevna, Varvara, ou comme j'aime l'appeler, Varia, cette pauvreté a pris une autre forme. Au début, nous n'étions que deux locataires du même immeuble. Je la voyais de loin descendre l'escalier à la hâte, portant un petit panier. Sa robe était modeste, mais propre. Elle baissait les yeux avec une pudeur qui n'était pas celle des coupables, mais celle de ceux qui se sentent être un poids, même lorsqu'ils sourient. Je rentrais de mon travail monotone à l'administration et j'apercevais à travers ma fenêtre une faible lumière filtrant derrière un rideau fin dans sa chambre. Je me disais, il y a là aussi un être humain qui ne dort pas, qui pense, qui compte ce qu'il lui reste d'argent et craint le lendemain, comme moi. Mais je n'avais ni le courage de frapper à sa porte, ni l'audace de m'asseoir devant elle et de dire « Viens, partageons cette pauvreté à deux ». Beaucoup de choses m'en empêchaient, ma timidité, mon âge plus avancé, et surtout ce sentiment insidieux que le pauvre n'a pas le droit d'ajouter une pauvreté à la sienne. Ce qui a brisé ce mur, ce n'est pas l'amour, mais la première lettre. Je lui ai écrit un matin pâle, court, je crois que c'était au début du printemps. Je tremblais plus que l'encre sur le papier. Ma chère Varvara Alexeyevna, pardonnez-moi d'oser vous écrire. Je lui ai expliqué que j'étais son voisin, que je l'avais vu plusieurs fois de loin, que j'étais un homme seul, sans famille. Je lui ai seulement demandé d'accepter mon amitié sur le papier, si elle ne souhaitait pas la voir exister dans la réalité. Je m'attendais à me reprocher cette audace, mais elle me répondit le soir même. Un garçon de la maison glissa une feuille pliée sous ma porte. Je l'ouvris comme on ouvre une fenêtre sur un air nouveau. Son écriture était droite, soignée. Elle écrivit « Merci pour votre gentillesse, Makar Alexeyevitch. Moi aussi je suis seul ici, et je ne vois rien de répréhensible dans notre correspondance. Parlons donc comme de vieux amis. » À partir de ce moment-là, ma vie se mit à se mesurer en nombre de lettres. Je me levais avant l'aube, posais une petite casserole d'eau sur un réchaud rudimentaire, buvais un thé fade, puis m'asseyais à l'unique table de ma chambre, cette table qui gémissait sous le poids des papiers que je recopiais le jour et se réjouissait des lignes que j'y écrivais la nuit. Je lui écrivais presque tout, la rue boueuse en hiver, poussiéreuse en été, le bureau, le chef au visage bouffi, les voisins dont nous ignorions les noms mais connaissions les cris. J'écrivais longuement, puis je m'excusais toujours à la fin d'avoir trop écrit. Elle me répondait avec des lettres plus courtes, mais plus ordonnées. Elle me parlait de la propriétaire chez qui elle vivait, une vieille femme un peu dure, mais pas mauvaise, de ses travaux de couture, de ses comptes, de sa peur de tomber malade, car dans notre monde, tomber malade signifie souvent tomber dans la faim. Pourtant, dans chacune de ces lettres, elle trouvait une place pour écrire une phrase douce comme un baume. Je vous en prie, ne vous épuisez pas au travail. Prenez soin de votre santé. Vous êtes tout ce que j'ai dans cette ville. Grâce à elle, je me rendais au bureau avec un enthousiasme étrange pour un homme dans ma situation. Rien n'avait changé sur le chemin. Les trous, la neige sale, les visages fatigués, les cris des marchands. Mais dans ma poche, il y avait sa lettre. Au bureau, je redevenais une ombre parmi d'autres. Pour nos supérieurs, nous n'étions que des mains qui écrivent et des voix qui répondent « Oui, monsieur », mais au fond de moi, je savais que je possédais quelque chose qu'ils ignoraient. Une femme, dans une chambre en face, qui me considérait comme une partie de son monde. La pauvreté, pourtant, ne disparaissait pas. Mon manteau était usé, rapiécé, mes chaussures prenaient l'eau dès la première pluie. Un jour, mon chef se moqua de moi devant tout le monde. « Makar Alexeyevitch, si vous écriviez une pétition sur votre manteau, peut-être que le ministère vous en donnerait un neuf. » Ils rirent. Je ne répondis pas. Je n'avais pas le luxe de la dignité. Le soir, j'écrivis à Varia. Ce qui j'ai étrange, ce n'est pas qu'ils aient ri. C'est que j'ai ri avec eux pour ne pas paraître rancunier. Même le droit d'être en colère, je ne me l'accorde plus. Elle tenta de me relever par ces mots.
Elle disait que la noblesse est dans le cœur, non dans les vêtements. J'y crus un instant, mais le lendemain, en marchant dans le même manteau, je compris que la dignité a aussi besoin d'une poche non déchirée. Un jour, je lui achetai un châle gris. Un simple châle, mais pour moi c'était un trésor. J'avais calculé combien de pain j'aurais pu acheter avec cet argent. Puis je me suis dit, suis-je vivant seulement pour manger? Et je l'ai acheté. Quand elle le reçut, elle fut à la fois touchée et contrariée. Vous n'avez presque rien pour vous, et vous dépensez pour moi. Mais elle ajouta, en le portant, j'ai senti pour la première fois depuis longtemps que quelqu'un pensait à ma chaleur avant la sienne. Cette phrase effaça toutes mes privations. Peu à peu, nos lettres devinrent des vies entières écrites en fragments. Elle me parla de son passé, de son père pauvre et faible, de la misère qui avale tout, du jeune étudiant Pokrovski qui lui avait appris à lire, à penser, à voir le monde autrement. Il mourut de maladie, laissant derrière lui un vide immense. Puis un autre homme apparut dans ses lettres, Bykov, riche, propriétaire. Il proposa de l'emmener vivre chez lui, de lui offrir une vie meilleure. Mais à quel prix? Elle me demanda « Que dois-je faire ?» Je n'avais pas de réponse. Comment lui dire de refuser, alors que je ne pouvais lui offrir que du papier et un châle? Un jour, la lettre arriva « Ne m'en veux pas, j'ai décidé de partir. » Je compris que l'amour ne triomphe pas toujours de la pauvreté. Je lui répondis simplement « Va, si tu y trouves un peu de sécurité. Mais souviens-toi qu'ici, à Saint-Pétersbourg, il y a un vieil homme pauvre qui te voit comme il t'a toujours vu, un être digne d'être aimé. » Je la vis partir depuis ma fenêtre. Elle portait le châle. Depuis, rien n'a changé, et tout a changé. Je suis toujours le même homme, avec le même manteau, les mêmes chaussures trouées. Mais en moi, il y a quelque chose que personne ne voit, une mémoire de l'être, un amour silencieux. Car nous, les pauvres, ne sommes pas les héros de l'histoire. Nos noms ne sont pas écrits dans les journaux, mais nos cœurs ressentent l'amour, la peur, l'espoir, comme tous les autres. La seule différence, c'est que nous vivons tout cela au bord du pain.